Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous auriez pu rester avec nous, Guillaume, parce que vous étiez en train de me dire que vous avez interviewé Indira Gandhi. Alors, ce qui était drôle, c'est que c'était dans une autre radio, et donc on finit par joindre le Palais GT à Paris dans une cabine à l'ancienne, et je suis tombé sur un majordome qui m'a dit "The Prime Minister is in her bath. Wait a minute." Le Premier ministre est dans son bain. Attendez un petit peu, et c'était à l'occasion de l'invasion de l'Afghanistan par la Russie. L'URSS. Eh bien, avant de parler de 1979, nous allons parler de 1921. Nous sommes à Allahabad, au nord-est de l'Inde, dans l'état de l'Uttar Pradesh. Imaginez un très beau palais de 3 étages avec des colonnades blanches entourées de manguiers. Tout ça est magnifique, c'est l'Inde éternelle. Une petite fille de 3 ans, Indira Nehru, est en train de contempler un grand feu qui est allumé dans le jardin par son père et son grand-père. Qu'est-ce qu'on brûle dans ce jardin? On brûle tous les vêtements britanniques que possédait la famille, les costumes sur mesure, les chapeaux de forme, les belles robes. Désormais, on s'habillera dans la tenue traditionnelle de l'Inde. Le père portera la kurta avec le calot blanc sur la tête comme le fait le Mahatma Gandhi. Disons les choses, c'est lui, Gandhi, qui vient de décréter un boycott des produits anglais pour se débarrasser de la tutelle britannique sur les Indes, comme on disait à l'époque. Le grand-père d'Indira, il s'appelle Motila Nehru, est président du grand parti du Congrès qui est devenu depuis peu indépendantiste. Le père d'Indira, lui, c'est le célèbre Jawaharlal Nehru. Lui aussi est engagé, et plus encore que son père, en faveur de l'indépendance. Quant à la petite, eh bien, elle doit jeter sa poupée anglaise dans le feu. Ça, c'est pas facile, hein. Elle pleure, la pauvre chérie, mais on peut dire aussi qu'elle est en train de se constituer le premier souvenir politique de sa vie. À 12 ans, la voilà elle-même embrigadée. Elle crée un groupe de jeunes militants, la Brigade des Singes, figurez-vous. Oui, on la voit qui entraîne ses camarades dans l'activisme clandestin. On colle des affiches, on distribue des tracts. Des messages secrets sont portés aux membres du parti pour les alerter contre une descente de police. La police britannique ne se méfie pas de ces gamins messagers. Les jours sont heureux jusqu'à ce que son père soit mis en prison et que sa mère, Kamala, tombe malade de la tuberculose. Ça se passe mal, hein, le tournant des années 30 dans cette famille Nehru. La mère part se soigner en Suisse et Indira la suit. Elle va être scolarisée à Lausanne et poursuivre par la suite ses études à Oxford. En Angleterre, un étudiant en économie lui fait une cour assidue. Il est charmant, il s'appelle Feroz Gandhi. Il porte le même nom que le Mahatma Gandhi, mais autant vous dire qu'il n'a absolument aucun lien de parenté avec lui. Gandhi est un nom très répandu en Inde. Bref, Indira et Feroz se marient. Ce qui veut dire que désormais, la jeune femme va porter le nom magique pour les Indiens d'Indira Gandhi. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1947, c'est bien sûr l'accession de l'Inde à l'indépendance. La toute nouvelle Chambre du peuple désigne comme Premier ministre un certain Jawaharlal Nehru. C'est le père d'Indira. Nehru n'a pas eu de fils, mais il a Indira, si je puis dire. Il fait venir sa chère fille auprès de lui, à Delhi, et lui confie tout de suite des responsabilités politiques au sein du parti, bien sûr, au sein du Congrès. Le parti du Congrès qui a mené l'indépendance indienne. Les caciques ne se méfient pas de cette jeune femme. René-Paul Guillot, dans Les Nehru Gandhi, paru chez Pygmalion en 2015, nous dit: il est vrai qu'à cette époque, nul ne la remarque. Elle est très loin d'être cette Indira Gandhi dont le général de Gaulle va admirer le port de tête royal. Souvent lasse, déprimée, elle vit dans l'ombre de son père, qui, parmi les amis de ce dernier, imaginerait qu'elle lui succéderait un jour. Ils bavardent avec elle de peccadilles, se détournent et l'oublient, sans se douter des profondeurs insoupçonnées que scellent ses silences et sa timidité. On est en 1955, Nehru est en visite officielle à Moscou, très important ce voyage puisque Nehru est le père du non-alignement, un certain nombre de grands pays émergents qui veulent refuser de s'aligner sur Washington ou Moscou. Et pendant que Nehru est en train de ferrailler avec Khrouchtchev au Kremlin, Indira attend dans un des grands salons du Kremlin et tout d'un coup, voilà que Khrouchtchev sort en trombe de la salle de réunion et il tombe nez à nez avec Indira. Et il dit: Madame, votre père ne veut rien entendre, impossible de discuter avec lui, notre dialogue est au point mort. Ah oui, répond Indira,
Ma foi, Monsieur le Président, je ne sais ce que vous a dit mon père. Ce que je puis seulement vous assurer, c'est que sa voix est celle de plus de 500 millions d'Indiens. Et là, Khrouchtchev est un peu surpris. Il s'éloigne, plongé dans ses réflexions, et après la reprise des négociations, il va faire envoyer à Indira un manteau de vison. On peut dire que la jeune femme vient de faire ses premières armes dans la politique internationale. En 1964, Nehru succombe à une crise cardiaque après 17 ans au pouvoir. Il laisse donc Indira orpheline, il laisse l'Inde orpheline, disons-le. Shastri, qui est le nouveau Premier ministre, nomme Indira ministre de l'Information et elle va s'illustrer notamment en distribuant des transistors aux pauvres pour les associer davantage à la vie politique du pays, pour qu'ils ne soient plus coupés du reste, de la masse des Indiens. 2 ans plus tard, Shastri meurt à son tour et le vieux parti du Congrès se déchire pour désigner le nouveau Premier ministre. Il va choisir la candidate la moins clivante et c'est ainsi qu'Indira Gandhi devient Premier ministre. Elle a 48 ans, elle est habitée par le sens du devoir des Nehru, elle se met au travail avec une espèce d'austérité. On lit dans la presse son régime quotidien, elle se lève à 6 heures, yoga, petit déjeuner, revue de presse et puis pendant 2 heures, elle donne un darshan, c'est-à-dire qu'elle reçoit dans le jardin du palais tous les Indiens qui souhaitent la voir un à un. Ça peut aller du grand propriétaire jusqu'au petit artisan. Et l'après-midi, eh bien, elle le consacre au rendez-vous officiel, aux réunions, au travail, et le soir à l'étude des dossiers qui se prolongent souvent loin dans la nuit. La constitution indienne donne à Indira Gandhi beaucoup de pouvoir et elle les utilise. Martine Van Vorkins nous dit, dans Nous ne sommes pas des fleurs, 2 siècles de combat féministe en Inde, c'était paru il y a une 12aine d'années chez Albin Michel. Indira s'impose rapidement comme un chef d'État chevronné, audacieux et fidèle aux idéaux du Congrès, sécularisme, socialisme, libéralisme. Elle poursuit la politique de non-alignement de son père sans pour autant camper sur le neutralisme, le soutien militaire qu'elle apporte aux démocrates séparatistes du Pakistan oriental, le futur Bangladesh, lui vaut une immense popularité. Elle est alors identifiée à Durga, la déesse rayonnante et guerrière, la tueuse de démons. Sa rhétorique en faveur des pauvres séduit. Lorsqu'elle nationalise les banques ou dépouille les familles royales de leurs privilèges, l'opinion exulte. Elle se pose en mère Inde, responsable et compatissante. Vos fardeaux sont relativement légers, dit-elle, car vos familles sont limitées. Tandis que mon fardeau à moi est énorme, parce que des millions de membres de ma propre famille sont frappés par la pauvreté et que je dois prendre soin d'eux. Vous écoutez Radio Classique. Un petit point, vous savez que avant 47, l'Inde et le Pakistan formaient une seule et même colonie des Indes, le Raj britannique, et quand les Britanniques se sont retirés, ils ont imposé une partition, Pakistan musulman d'un côté et Inde hindouiste de l'autre, bien sûr, sauf que le Pakistan est lui-même composé de 2 territoires éloignés, l'un à l'ouest de l'Inde, qui s'appelle le Pakistan occidental, et l'autre à l'est, le Pakistan oriental. C'est ce Pakistan oriental qui comprend 40% de Bengalis hindous qui vont se révolter en 1971. C'est une crise majeure. Ils vont réclamer leur indépendance et le gouvernement pakistanais d'Islamabad réplique par une répression féroce avec 1 million de Bengalis massacrés et 10 autres millions qui vont se réfugier en Inde, ce qui d'ailleurs déstabilise l'Inde, disons-le. Indira Gandhi décide à ce moment-là de ne pas rester passive. Elle soutient les indépendantistes bengalis qui proclament la création d'un Bangladesh indépendant et le 3 décembre 71, à Calcutta, elle menace Indira Gandhi. Nous sommes pour la paix, mais si on nous impose la guerre, nous nous battrons, dit-elle. Et quand le Pakistan bombarde les bases militaires indiennes, Indira Gandhi envoie son armée. Nixon est à la Maison-Blanche à cette époque-là. Il soutient le Pakistan anticommuniste et dénonce l'intervention d'Indira Gandhi. En privé, il la traite de bitch, ça a été enregistré, vous imaginez un peu, je ne traduis pas en français, mais vous comprenez de quoi on parle. Il va envoyer Nixon un porte-avions et toute une flottille, mais ça n'impressionne pas Indira Gandhi, qui ordonne à son armée de presser le pas. Les Indiens arrivent à Dhaka avant les Américains qui n'osent pas attaquer et qui vont faire machine arrière, ce qui veut dire qu'elle a remporté le bras de fer, elle devient une sorte d'héroïne pour bien des gens dans le monde. Autre fait d'armes, en 74, l'Inde se dote de la bombe atomique, avec l'aide du Canada d'ailleurs et pas de Moscou. Nixon, encore une fois, est furieux et Indira Gandhi lui répond sèchement « L'Inde n'accepte pas le principe de l'apartheid, même en matière nucléaire ».
En revanche, sur le plan intérieur, alors là, c'est plus compliqué. D'abord, il y a des sécheresses calamiteuses qui vont se succéder dans ce pays où l'agriculture est encore vivrière et familiale, avec des prix de denrées qui s'envolent. Et là-dessus, en 75, le syndicat des chemins de fer lance une grève dans un pays où le train est névralgique. Bref, on peut dire que le pouvoir d'Indira Gandhi tangue souvent, et comme toujours dans les situations difficiles, elle a tendance à répondre par la dureté en décrétant l'état d'urgence, avec l'aval des députés du parti du Congrès et du parti communiste d'ailleurs, qui souvent vient en renfort pour s'allier avec elle. Elle fait pas dans la nuance, hein. On muselle les syndicats, on censure la presse, on suspend les élections, le pays est remis au pas, mais certains disent que on est très loin des idéaux de Nehru et qu'on est en train de voir s'instaurer une véritable dictature. Il y a un homme qui va pousser Indira Gandhi à être toujours plus autoritaire, c'est son fils Sanjay, qui est le cadet. Il a 33 ans et a pris sur sa mère un véritable ascendant alors qu'il n'est même pas élu, hein. Il agit dans l'ombre, c'est lui qui a suggéré la solution de l'état d'urgence, c'est lui qui désigne les opposants qu'il faut arrêter, c'est lui qui fait raser des bidonvilles entiers en jetant des milliers de familles à la rue et qui va même lancer une grande campagne de stérilisation pour réduire la surnatalité indienne, stérilisation que beaucoup d'Indiens refusent, ai-je besoin de vous le dire. Je cite de nouveau René-Paul Guillot. Les hommes fuient leur village quand ils perçoivent le ronflement des moteurs de camions qui viennent les cueillir contre leur gré pour les conduire au dispensaire. Sanjay Gandhi s'adresse alors aux chefs de district, à eux d'assurer le rendement de l'opération. Des patrouilles de police prennent en chasse les possibles géniteurs. Roués de coups, ils sont conduits aux médecins de Sanjay, comme on les appelle. De village en village, les sadhus au corps couvert de cendres et les conteurs itinérants font d'Indira un mythe terrifiant. Elle n'est plus du tout la mère, mais Kali, la déesse, la force déchaînée qui trucide ses enfants et s'abreuve de sang. Évidemment, Indira est sans doute un peu influencée, même largement influencée par ce fils, par Sanjay, mais c'est elle la responsable de tout cela, évidemment. On lance des élections et elle perd ces élections. Une nouvelle majorité va lancer des enquêtes pour corruption, pour abus de pouvoir. Le 3 octobre 77, elle est carrément arrêtée. Et un photographe va prendre un cliché où on la voit menotte au poignet, fixer l'objectif, le menton haut, avec cette mèche blanche. Vous savez qu'elle avait au milieu de ses cheveux noirs cette mèche blanche, hein. Le monde entier est sidéré de ce qui se passe. Et à ce moment-là, le gouvernement se rend compte quand même qu'il est peut-être allé trop loin et il fait machine arrière. Immédiatement, elle va lancer la contre-offensive, elle fait le ménage dans le parti, elle repart en campagne et en janvier 80, elle remporte les élections et la voilà de nouveau au pouvoir. Sanjay est sorti de prison, prêt à reprendre du service, mais à ses heures, il est aussi un pilote acrobatique et aux commandes de son avion Pit S-2A, il va perdre le contrôle et le voilà qui s'écrase et qui meurt évidemment dans cet accident. Bien sûr que la mère pleure son fils. Est-ce que l'Inde pleure Sanjay Gandhi? C'est beaucoup moins certain. La vérité, c'est que sa mort va peut-être résoudre un problème. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et de nouveau, l'Inde est confrontée à un séparatisme religieux. Cette fois, ça vient du nord, du Pendjab, où une secte fondamentaliste sikh, dirigée par un leader assez charismatique, revendique l'indépendance de l'État, qui est le berceau du sikhisme, de cette, vous connaissez les sikhs à turban. En juillet 82, ces fondamentalistes occupent le temple fondateur, le temple d'or d'Amritsar. Ils proclament l'indépendance, ils tiennent tête au gouvernement, on les voit même assassiner quelques politiques et Indira Gandhi, évidemment, ne va pas rester insensible à tout ça. Elle n'a pas l'intention d'envoyer l'armée, elle ne veut pas d'un embrasement, elle négocie pendant 2 ans seulement. Les rebelles restent cloîtrés dans le temple d'or. Alors, le 3 juin 1984, elle ordonne l'assaut. 495 Sikhs vont être tués du côté des forces de l'ordre, du côté des militaires, il n'y a que 83 morts, si je puis dire. Le plus grave pour les Sikhs, ce n'est pas la mort de tous ces martyrs, parce que c'est comme ça qu'on les considère dès lors, c'est que leur temple sacré, leur temple d'or, a été profané.
les services secrets se rendent bien compte de la très grande colère des Sikhs, y compris dans les services les plus rapprochés de celle qui reste Premier ministre de l'Inde, et ils vont recommander à Indira Gandhi de se séparer notamment de deux de ses gardes du corps qui sont des Sikhs, et elle ne veut même pas en entendre parler. Dans la famille Nehru, tout est fondé sur la confiance, une sorte de confiance familiale. Elle refuse. Non, dit-elle. J'ai toute confiance en eux. Et là, elle commet une erreur. C'est Pierre Anquetin qui a préparé toute cette émission sur Indira Gandhi, et il nous raconte que le 31 octobre 1984, il est 9h20 du matin, Indira s'est habillée d'un sari orange, elle tient un sac rouge, elle quitte sa résidence pour se rendre à pied dans un bâtiment qui est là, tout près. Elle a en effet rendez-vous pour une interview avec le célèbre acteur Peter Ustinov, vous savez, Hercule Poirot à l'écran, qui est en train justement de préparer un documentaire sur elle. Et soudain, l'un des deux gardes sikhs dégaine son revolver et tire 3 balles. Elle s'affaisse, l'autre garde sikh pointe sa mitraillette et lâche une rafale. D'autres militaires accourent, tuent un garde, arrêtent l'autre. Indira Gandhi sera morte avant d'être arrivée à l'hôpital. C'est un assassinat qui va provoquer des représailles sanglantes des hindous contre les Sikhs partout dans le pays. Il va falloir rétablir l'état d'urgence. On peut dire que lorsque Indira Gandhi tombe, c'est en même temps tout l'équilibre fragile qu'elle essayait à bout de bras de maintenir depuis des décennies qui tombe lui aussi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite Patrice Claude dans l'édition du Monde du 5 novembre 1984. New Delhi, c'est l'envoyé spécial. Les effluves de camphre, d'encens et d'huile de noix de coco répandus sur le bûcher de santal enveloppent la foule, dont l'émotion et la tension sont à leur comble. Samedi 3 novembre, les derniers rayons crépusculaires ont éclairé une ultime fois le visage de cire d'Indira Gandhi, et le cadavre de la grande dame, les pieds tournés vers le sud comme le veut la tradition hindoue, a été réduit en cendres. C'est là, à 2 pas, que se consumèrent aussi des années plus tôt les restes de son père, l'illustre Nehru, de son fils tant aimé Sanjay et de la grande âme de la nation, le Mahatma Gandhi, dont on croit encore dans certaines campagnes qu'il était l'aïeul d'Indira. La ferveur était immense. Cette disparition d'Indira Gandhi va laisser un vide incroyable. Elle avait préparé sa succession après la mort soudaine de Sanjay dans cet accident d'avion. Elle avait appelé son second fils auprès d'elle, Rajiv Gandhi. Alors c'est vrai que lui n'a pas le sens politique de sa mère, il n'a pas le cynisme de son frère, mais il est fidèle aux valeurs d'une Inde moderne telles que les avait défendues son grand-père Nehru, laïcité, développement, démocratie. Dans certaines mesures, Rajiv provoque des élections, il les remporte. On peut dire que la dynastie, à l'époque, arrive à se maintenir à la tête de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la plus grande démocratie du monde. Vous écoutez Radio Classique.